êtes plus que 50. J'ai mesuré à 3 mètres. J'ai un micro. Voilà. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les échevines et échevins, mesdames et messieurs les rectrices, recteurs, présidentes, présidents, directeurs et directrices, madame la rectrice élue, chère Annemie, monsieur le président, cher Pierre, mesdames et messieurs les doyennes et les doyens, madame la directrice générale, chers collègues, chers étudiants, chers amis de l'ULB. Au terme de ces 4 années à la tête de notre magnifique institution, je suis venu vous dire que je m'en vais. Lors de la mandature de mon prédécesseur, des gestes forts de réforme de la gouvernance de l'université ont été posés. Cette réforme a permis à l'ULB de continuer à compter dans le monde d'aujourd'hui grâce à de nouveaux outils de gestion, mais une réforme de structure ne donne pas de contenu. Il nous revenait, durant ce mandat, de transformer l'essai. C'est ce que nous avons essayé de faire ces 4 dernières années, avec le développement d'une stratégie de renforcement de notre attractivité, d'augmentation de nos capacités budgétaires, de développement d'une culture de reddition des comptes, d'élaboration d'un plan stratégique construit en 3 ans de manière largement participative, de lancement dans la foulée de 4 plans d'action, informatique, climat, immobilier, réforme de l'administration, de mise en place d'une stratégie de bien-être pour toutes et tous, tous corps confondus, ou encore, pour n'en citer que quelques autres, d'une réflexion sur l'urbanisation de nos campus ou d'organisation de notre logistique et de finalisation d'un projet ambitieux d'avenir de notre hôpital académique. Ces chantiers ont été menés à bien grâce à la cohérence des équipes de l'université autour des autorités, autour du président, de l'équipe de mes vice-recteurs, de Nicolas Dassonville, mon chef de cabinet, des 2 directeurs généraux qui se sont succédés, Michel Loeb et Isabelle Mazara, mais aussi des doyennes, doyens et présidents d'école, les directrices et directeurs de départements et des administrations facultaires, des conseillers et adjoints des autorités, et de vous tous et toutes de l'université qui ont mouillé leur chemise pour notre alma mater, pour que notre alma mater pense son présent et son avenir et s'adapte aux incroyables exigences du temps sans renoncer à son ADN et à ses valeurs. Je ne pourrais les citer toutes et tous, particulièrement celles et ceux qui se sont révélés de manière extraordinaire pendant le lockdown, à l'université ou à l'hôpital, et qui ont montré que l'ULB était capable, en 72 heures, de basculer dans un autre monde que bien peu d'entre nous avaient vu venir. Ils et elles se reconnaîtront et ont été au centre de la cérémonie de remerciement de la fin de l'année académique passée, mais je vous demande, une fois encore, de les applaudir chaleureusement. Nombre de celles et ceux que nous venons d'applaudir sont des étudiantes et des étudiants. Je tiens à adresser ici un message très chaleureux à leur égard. On entend souvent des discours pessimistes, regrettant le temps d'avant, décriant la jeunesse qui serait en manque de sens. Les 4 années que j'ai pu passer au rectorat m'ont prouvé que les jeunes d'aujourd'hui n'avaient rien à envier aux générations précédentes. Leur engagement, leur dynamisme, leur conscience citoyenne sont impressionnantes et nos campus foisonnent de leurs idées, de leurs projets, parfois culturels, festifs, solidaires ou engagés. Ils ont même occupé le rectorat, donc tout va bien. L'avenir est entre leurs mains, et si l'université a pu contribuer un peu à en faire des citoyens actifs et engagés qui seront meilleurs que nous à construire un monde de bien-être et de justice sociale, nous n'aurons pas perdu notre temps. Pour en revenir au bilan que j'ai rapidement tracé, il reviendra à d'autres de dire dans quelle mesure nous avons réussi. En tout cas, la forte croissance du nombre d'étudiants
comme de notre captation de budget de recherche compétitif ou de grant de l'ERC sont des signaux encourageants. Je n'ignore pas avoir bousculé les habitudes, dérangé, voire irrité parfois. J'espère n'avoir en tout cas jamais blessé personne. Ce n'était ni mon intention, ni mon but. Ces 4 années ont été aussi menées sous le sceau de la collaboration et de la complicité avec d'autres institutions. Et je citerai particulièrement l'UMONS, la VUB bien sûr, ou les partenaires de notre Université européenne Civis, les hautes écoles et les ESA, avec qui nous avons étroitement collaboré ces dernières années, ainsi que le monde de la culture. Tout cela conforte notre position ferme de refuser un modèle de concurrence basé sur les lois du marché pour lui préférer la construction de partenariats respectueux et féconds. Enfin, nous avons voulu contribuer à une longue tradition d'engagement qui s'est traduite par des actions concrètes à Bruxelles et Charleroi, souvent en partenariat avec les autorités politiques de ces régions que je remercie, et à l'international, ainsi que par des paroles et des actes sans concession que justifient notre volonté d'être une université civique qui participe à construire les villes qui nous hébergent et à développer une société plus humaine. Que ce soit à travers l'université des enfants, le soutien aux migrants et aux écoles plurielles, la défense du secret professionnel ou la mobilisation face à la crise du Covid-19, l'ULB était en phase avec ses valeurs historiques et son amour de la liberté et de la justice. J'espère laisser une université plus vive, plus fière d'elle-même, mieux reconnue et utile à la collectivité qui la finance, même si je ne peux que quitter avec l'inquiétude d'un financement dont la détérioration continuelle, étant donné la croissance constante du nombre d'étudiants, nous conduit inexorablement à une équation impossible. Je voudrais remercier toutes les amies et tous les amis de l'ULB, ses alumni, les anciens de l'Union des anciens étudiants et des postes facultaires, les donateurs, dont je dois souligner la contribution non seulement financière, mais aussi symbolique, qui a été magnifiquement illustrée par les origamis de soutien à l'hôpital Erasme de Charles Quézin qui ont décoré Saint-Michel et Gudule lors du dernier 21 juillet. À titre plus personnel, je voudrais rendre un hommage public à celle qui m'a supporté pendant ces 4 ans de folie, ma Catherine à moi. En prenant le poste de recteur, j'ai quitté une vie essentiellement dans l'ombre pour aller dans la lumière. Ça a été pour moi un choc, une rupture avec la loyauté à mon héritage familial. Maintenant, comme le chante Amy Winehouse, c'est « Back to Black ». Tous mes vœux vous accompagnent, prenez soin de vous et des autres, et prenez soin de notre université, elle le mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Chers amis, Bruno, Pascal, François et toi, vous avez mené une belle campagne, respectueuse, riche en débats. Je tiens à vous remercier tous les 4 d'avoir mouillé votre chemise pour l'université et te féliciter déjà pour ton élection. Il me revient maintenant, avec l'aide des 2 Pierres, qui doivent me rejoindre, et de Monique Tavernier, notre secrétaire de l'université, d'accomplir les gestes rituels
qui marque la passation de pouvoir entre recteur et rectrice. C'est avec beaucoup de joie que je te passe le flambeau et te souhaite tout le meilleur pour l'accomplissement de ton mandat. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez peut-être, quand l'université se choisit un nouveau recteur, qui est ici une rectrice, le recteur sortant lui transmet solennellement quelques insignes de sa charge. Monique Tavernier, secrétaire de l'université, lui remet d'abord le grand livre, qui symbolise la loi au sens large, c'est-à-dire les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui régissent notre communauté et dont la rectrice est la garante. Ensuite, Pierre de Marais, notre prorecteur perpétuel, lui confie le sceau de l'université dont elle est le dépositaire et qui sert à authentifier les diplômes et documents que délivre notre université. Il porte 2 flambeaux croisés surmontés d'une étoile scintillante. Le cordon que Pierre lui passe au cou symbolise non pas la corde au cou, mais son rôle de responsable de l'unité des facultés au sein de l'université. Enfin, symbole par excellence des fonctions rectorales, je lui fixe l'épitoge à l'épaule gauche. Voilà, cette fois-ci, it's done. Et je suis le premier à te féliciter. Je vais remettre mon nom. Merci. Good luck. On est là. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, très chers amis, beste Caroline, merci d'être avec nous ce soir pour une cérémonie qui, bien entendu, est un peu chahutée d'un point de vue pratique, mais qui incontestablement continue à porter une charge symbolique intense. Anomie, bien entendu, à titre institutionnel et à titre personnel. J'ai le grand plaisir de te féliciter sincèrement et chaleureusement pour cette magnifique élection. Et c'est avec un très grand plaisir que nous t'accueillons comme rectrice. J'ai observé l'année dernière, lors de notre séance académique, une sympathique nouvelle addition au cérémonial de la séance académique, qui est un tango dansé entre recteur de l'ULB et rectrice de la VUB. Je ne suis pas sûr de comment nous allons gérer ça ce soir, mais je suis sûr que nous trouverons une solution entre université sœurs et rectrice sœurs.
J'en profite aussi, comme Yvon, pour remercier Pascal Deluitte, Jean-François Hendricks, Bruno Van Pottelberg, pour leur engagement pour l'université. Il est important de le dire, ceci est le témoignage, avec une campagne digne, de la vitalité et de la maturité démocratique de cette institution. Merci à vous. J'en profite aussi pour remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible la réalité matérielle de cette élection, notre secrétaire général de l'université, l'équipe du greffe, la commission électorale et le président de cette commission électorale. Tout ça est fort formel, mais nous savons tous que la rigueur dans le processus est le garant d'une légitimité impeccable. Et je dois aussi dire, et c'est un point important, que même si nous avons eu difficile à organiser cette élection dans les circonstances que nous vivons, je pense qu'elle a été aussi une riche source d'enseignement dont nous tirerons compte dans notre réflexion que nous entamerons certainement dans les mois qui viennent sur l'évolution éventuelle de nos processus électoraux. Cher Yvon, c'est à toi que je m'adresse. Il est trop rare de nos jours d'être le témoin d'une conjonction entre une demande, un besoin de leadership par les événements, par les contextes, par les défis que peuvent rencontrer une institution et la capacité d'une figure à adresser ces défis. Yvon, je rends hommage à ton sens très vif de l'État. Tu es un homme pour qui le service à la collectivité est une réalité. J'ai eu l'immense privilège pendant 4 ans de travailler quotidiennement avec toi, dans des moments difficiles, des moments graves, des moments parfois de joie. Et c'est un immense privilège d'avoir pu vivre cela avec passion, ardeur, densité et une forme de complicité qui m'est très chère au cœur. Ton intelligence est fulgurante, tes jugements sont sûrs, tes sentiments humains sont profonds, ta volonté est de faire. Tes points de vue sont toujours d'une élévation extraordinaire. Tu as une famille elle-même unie, engagée, qui te soutient. Yvon, c'est un moment important, cette transition. Je suis fier que cette institution, à des moments réguliers, est ainsi capable de faire émerger de grandes figures qui font avancer cette université et qui contribuent à écrire dans ce beau livre, Anomie, que tu as maintenant devant toi, de beaux chapitres de cette université. Yvon, tu as été un grand recteur, tu restes un grand monsieur, et pour utiliser une expression peut-être un peu surannée, 19e siècle, tu es une belle âme. Merci. Alors je me tourne à nouveau vers toi, Anomie, notre future grande dame. Et de façon très brève, en fait, je voudrais simplement nous partager une simple constatation, une conviction forte et un souhait. La constatation, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons été lourdement frappés, non seulement par la crise du Covid, mais par une crise quasiment concomitante d'une cyberattaque qui a mis à terre nos systèmes, heureusement pendant une très courte période. Je n'ose imaginer ce qui se serait produit si cette attaque s'était produite quelques semaines après. Nous ne le savions pas, mais nous étions bien préparés. Nous étions préparés par l'intense travail qui a été accompli dans les dernières années, les réflexions, les chantiers, les actions, les diverses initiatives que l'université et ses partenaires ont entreprises. Ce choc, mes amis, nous y avons fait face avec courage et aussi avec efficacité. Cette université est une université résistante, est une université
résiliente. J'ai été impressionné par cette énorme capacité de rebond. Ma conviction, Annemie, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui à une période certes difficile, mais probablement favorable par rapport à ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Nous avons, et je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'une institution peut espérer, nous avons la possibilité, non pas de subir, mais d'agir, de façonner notre destin, de maîtriser notre destin, et cela, je m'en réjouis profondément. Et, Annemie, tu nous guideras au travers de ces belles années qui nous attendent. Quel est mon souhait alors? Mon souhait est de nature très différente. Je voudrais nous encourager, personnellement, collectivement, institutionnellement, à un petit effort de réflexivité et de nous pencher sur la façon dont nous nous comportons, dont nous subissons, dont nous agissons dans des moments difficiles tels que les mois que nous avons vécus. Nous avons été sidérés, nous avons été étonnés, nous avons été inquiets, nous avons eu peur, nous nous sommes sentis menacés, nous avons voulu être protégés, nous avons revendiqué, nous avons vécu l'extérieur comme menace, nous avons parfois vu des menaces à l'intérieur, nous avons eu parfois difficile à mettre de côté nos intérêts particuliers et nous avons eu l'illusion que tout ceci ne serait qu'un cauchemar passager et que très vite nous vivrions à nouveau dans le bon temps du monde d'avant. En même temps, nous avons été stimulés par la capacité à réagir. Nous avons été motivés de construire. Nous avons été encouragés à créer des ponts, à chercher les bonnes volontés, à accomplir et réaliser une forme de solidarité et de générosité. Nous avons vu foisonner tout autour de nous des hommes et des femmes, des initiatives portées par des hommes et des femmes de façon insoupçonnée et qui nous ont montré une énergie extraordinaire. Et nous avons cette capacité à nous mettre au service de notre intérêt commun et du sens. Mes amis, mon souhait est que, individuellement, collectivement, institutionnellement, nous soyons capables de choisir non pas la tristesse, la passivité et l'aigreur, mais de choisir la joie, la volonté et la capacité à construire l'université de demain pleine de sens. Chers amis, je nous souhaite une belle rentrée académique et je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ces quelques propos. J'ai le plaisir maintenant d'appeler au pupitre les représentants du corps étudiant. Chères étudiantes, chers étudiants, chères toutes et chers tous, nous entamons une nouvelle année académique dont l'atmosphère est inédite et à l'opposé de l'année académique précédente. Alors que l'heure était au rassemblement et à la fête, nous voici désormais à devoir limiter nos fréquentations et garder une distance de sécurité. Qui aurait pu prévoir un tel dénouement d'événements ? Après le nombre grandissant d'inscriptions, voilà que nous vivions une attaque informatique, mettant l'ULB en pause numérique durant quelques jours, suivie d'une pandémie, nous obligeant à fermer nos campus et à suivre nos cours en ligne.
S'il y a bien quelque chose que cette attaque et cette pandémie ont mis en évidence, c'est le manque criant d'un bon système informatique et l'existence d'une réelle fracture numérique de certains professeurs, mais aussi de certains étudiants. Le système informatique performant est en route. Nous espérons que le reste suivra. Mais cette crise a également permis de rappeler certaines vérités cruciales. L'une d'elles est que la vie universitaire ne se limite pas à la vie académique. Notre université ne vise pas le transfert passif de connaissances, mais l'élaboration active et participative d'un savoir dont les bénéfices doivent profiter à tous et toutes. Ceci n'est possible qu'en soutenant les étudiants à tous les niveaux. Au cours de l'année écoulée, nous pouvons saluer de nombreuses initiatives en ce sens. Au niveau de la santé mentale, avec le développement d'une politique contre le harcèlement comprenant une cellule spécialisée sur la question ou un soutien plus accru de Psycampus. Au niveau de la santé physique, avec par exemple l'implantation et l'agrandissement de Has-Been qui participe à améliorer l'alimentation des étudiants tout en intégrant le souci d'une production éthique et respectueuse de l'environnement. Enfin, au niveau social, nous avons appuyé plusieurs mesures pour favoriser l'égalité des chances, notamment avec une amélioration des aides sociales et une procédure facilitée auprès du service social étudiant. L'université existe pour la société dans son ensemble. Ceci implique que nul ne devrait en être privé par des circonstances de la vie. L'université doit soutenir ses étudiants, surtout les plus précaires, car ce sont eux qui souffrent le plus par ces crises. Nous avons pu observer la rapidité avec laquelle le recteur et son équipe ont réagi, que ce soit en proposant du matériel informatique, des locaux d'études ou encore des aides financières pour ceux et celles ayant perdu leur job, mais également un soutien académique, essayant de dialoguer avec les professeurs quand ceux-ci restaient cambrés sur leur position et posaient parfois problème. Nous vous en remercions. Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur aux affaires sociales et étudiantes Alain Levesque, ainsi que Madame la vice-rectrice à l'enseignement Nathalie Vac. Nous remercions aussi les membres du département des services à la communauté et du service d'aide aux apprentissages pour leur travail précieux durant cette crise. Nous tenons également à saluer tous les membres des bureaux étudiants facultaires qui ont fait un travail de soutien incroyable envers les étudiants de leurs facultés respectives. Leur collaboration en cette période était primordiale. Ils ont été nos hommes et nos femmes de terrain. Merci. Notre travail aurait été bien plus difficile sans vous. La dernière vérité, peut-être la plus honteuse à être sortie de cette crise, est celle du mépris, voire de la brutalité d'une partie du corps professoral vis-à-vis des étudiants. De nombreux professeurs ont su faire preuve d'un bon sens remarquable et d'un humanisme digne, malgré le bouleversement qui ont pris place en termes d'enseignement et d'évaluation. Malheureusement, une fraction d'entre eux a choisi de se réfugier derrière la liberté académique pour justifier leur absence complète d'adaptation de stratégies pédagogiques ou de pertinence de méthodes d'évaluation. On a ainsi vu des professeurs devoir être appelés à l'ordre de manière répétée avant de daigner offrir un réel substitut de cours. Nous en avons vu d'autres rendre leurs examens presque impossibles à réaliser pour ensuite modifier leur gaussienne pour se rapprocher au plus de la moyenne de l'année passée. Rappelons les paroles de notre recteur sortant. La liberté académique n'est pas un droit, mais une responsabilité. Cette liberté est là pour protéger l'enseignant d'une pression politique ou institutionnelle. Elle n'est pas là pour se protéger de ses étudiants. Il y a 1 an, nous étions 7000 ou cinquantenaires à regarder notre recteur danser un tango avec la rectrice de la VUB. Personne n'aurait pu prévoir cette succession d'événements. Mais si le présent a ses difficultés, l'avenir a ses promesses. Nous sommes heureux et heureuses d'accueillir notre nouvelle rectrice, la professeure Annie Michos. Son programme met l'accent sur la nécessité de relancer l'ascension sociale et nous ferons de notre mieux pour accompagner dans cette démarche. À Charleroi, où l'ULB est déjà active, mais aussi à Bruxelles, où il ne faut pas sous-estimer le rôle clé de l'université sur la population. Son lien avec les écoles secondaires, particulièrement dans le croissant nord-ouest bruxellois, est essentiel. La région bruxelloise et l'ULB ont tout à gagner de développer leur lien. Nous espérons aussi que sa condition de juriste aidera à clarifier la nécessité pour tous et toutes de connaître et suivre les règlements qui régissent notre vie universitaire. Nous sommes aussi heureux et heureuses d'accueillir les nouveaux étudiants issus du secondaire dont la fin de la réto n'a pas été conventionnelle. Nous serons là pour vous accompagner tout au long de votre parcours universitaire. Madame la rectrice, chers étudiants et étudiantes, chers tous et chères toutes, nous vous souhaitons une heureuse rentrée académique.
va donc maintenant inviter la représentante du corps scientifique à nous rejoindre. Des fois, vous me voyez mal. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, 2020 est une année de crise, une année d'incertitude. Comme d'autres crises avant elle, la pandémie a surtout contribué à dévoiler des problèmes qui lui préexistent. Pour nous, membres du corps scientifique, elle ne fait que mettre en lumière les difficultés dénoncées déjà depuis 2014 par nos représentants et représentantes. J'ai pris la liberté de parcourir les discours de nos prédécesseurs et le constat est douloureux. Ainsi, en 2015, était dénoncée la course, non pas vers un avenir plus radieux pour la recherche scientifique, mais plutôt droit dans le mur. En 2015, toujours, on disait que tout ranking engendre nécessairement des dommages collatéraux. Dans ce contexte d'intense compétition entre les universités, les chercheurs sont épuisés et en proie au mal-être. Cette préoccupation est toujours brûlante d'actualité. En 2016, ensuite, on rêvait plus trivialement à ce que dans une autre Bruxelles, 4 ou 5 chercheurs pourraient partager plus d'un bureau. En 2017, le problème était posé frontalement. Quelles sont les perspectives de carrière pour ces membres? Peuvent-ils espérer un jour obtenir un emploi stable? En 2018, nos collègues étaient désabusés. Chaque année, les représentants du corps scientifique alertent et mettent en garde sur leur statut précaire et sans grande perspective, sur le manque de soutien et de reconnaissance quant au travail considérable et charnière qu'ils remplissent pour l'institution. Chaque année, pourtant, on ne peut que constater et déplorer que nos situations ne soient pas améliorées, voire se soient dégradées, et que notre avenir se soit encore précarisé. Le corps scientifique aujourd'hui n'a pas de réponse à ces questions, qui sont pourtant centrales, et rien ne laisse entrevoir un avenir plus apaisé. En 2020, le confinement nous a jeté au visage les violentes inégalités auxquelles font face chercheuses et chercheurs, entre maintien coûte que coûte d'une continuité pédagogique et abandon total des activités de recherche. La pandémie n'a pas créé de difficultés pour le corps scientifique, elle les a aggravées. Avec la crise sanitaire, les vulnérabilités se sont cumulées. Charges d'enseignement chronophages, temps alloué à la recherche réduit à peau de chagrin du fait de la fermeture des laboratoires et des centres d'archives, difficultés psychosociales renforcées par l'isolement ou par la nécessité de s'occuper de ses enfants à temps plein, soit autant de problèmes qui rendent incertain l'achèvement d'une thèse de doctorat, sans parler de la poursuite d'une carrière universitaire. Nous devons aujourd'hui, en tant qu'institution, pouvoir entendre chaque critique, prendre en considération chaque problème, avoir à cœur le maintien de conditions de travail qui assurent le bien-être fondamental de chacun de ses membres. Cela passe à la fois par une écoute attentive de ses griefs et par une gestion véritablement collégiale de notre institution, que chacun d'entre nous estime et à laquelle nous tenons tous. Qu'attendre de cette rentrée? De la solidarité dans et entre les corps pour faire face aux défis que l'année à venir nous pose. De la solidarité envers les étudiants qui démarrent leurs études dans un climat difficile et qui nous oblige à réinventer notre lien avec eux et à les rassurer davantage quant aux bénéfices à tirer de leur investissement dans les études. Qu'à la fin de leur parcours, nous puissions faire nôtre cette phrase de Toni Morrison parlant à ses étudiants. Quand vous obtiendrez ces emplois pour lesquels vous avez été si brillamment formés, souvenez-vous simplement que votre vrai travail, si vous êtes libre, est de libérer quelqu'un d'autre. Si vous avez un certain pouvoir, votre véritable travail consiste à donner du pouvoir à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente rentrée. Et j'invite le PATGS à me rejoindre sur l'estrade. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, pour commencer, nous voudrions féliciter et souhaiter bonne chance à notre nouvelle rectrice et son équipe. Nous espérons que durant ce mandat, l'Assemblée plénière pourra se réapproprier la réflexion sur l'élargissement des élections à l'ensemble des corps et qu'ainsi, nous pourrons participer activement à la désignation de son successeur. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes impatients de reprendre le travail au sein des différentes instances participatives afin d'avancer dans les grands chantiers en cours, l'immobilier, la mise en place du plan stratégique et du plan digital, etc. Et bien sûr aussi ceux qui préoccupent depuis longtemps le personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé. Nous y reviendrons plus loin dans ce discours. Si nous sommes deux aujourd'hui à nous tenir devant cette Assemblée, c'est pour une bonne raison. Fallait-il représenter aussi bien la gente féminine que masculine, l'administration générale que les facultés, le CA que le COA?
Mais non, bien sûr, notre présence à tous les deux résulte de notre volonté de montrer que, peu importe les différences que vous pouvez nous trouver, nous représentons avant tout l'ensemble du personnel qui œuvre à l'unisson du mieux qu'il peut, afin de permettre à l'Université libre de Bruxelles, notre université, de remplir ses missions de recherche, de service à la collectivité et d'enseignement au bénéfice de nos 35 000 étudiants. Le décloisonnement de nos services centraux et des administrations facultaires ne nous semble ni impossible ni inaccessible. Nous poursuivons au quotidien cet objectif commun. Notre maison a subi 2 crises importantes depuis février, la cyberattaque puis la crise sanitaire. Sans la mobilisation inconditionnelle du PATGS, l'ULB n'aurait jamais pu les surmonter. Souvenons-nous par exemple du formidable travail abattu par nos équipes informatiques au cours du mois de mars. La mobilisation du PATGS, aux côtés des corps académiques et scientifiques, a permis à notre université d'assurer la continuité de ses missions. Revenons un instant aux préoccupations du PATGS. Nous aspirons tous à un métier qui nous plaît et à l'exercer dans les meilleures conditions possibles. À l'ULB de nous proposer, tout comme à nos collègues scientifiques et académiques, une politique de carrière attractive. Le plan stratégique de l'université et le plan morpho de notre directrice générale semblent clairement avoir ouvert cette voie. Le télétravail, plus besoin d'épiloguer sur la question. La crise vécue ces derniers mois a montré que l'université pouvait fonctionner en l'appliquant. Les négociations sont en cours pour formaliser ce dispositif. Nous espérons que ce qui a commencé en mars comme un télétravail forcé, puis est devenu en juillet un mode de fonctionnement hybride, pourra se transformer en un nouveau modèle de travail qui donnera satisfaction à tous. Sans oublier, bien sûr, ceux pour qui le travail à distance n'a et ne sera jamais une possibilité, de par le caractère indispensable de leur présence sur site. La mobilité du personnel, trop souvent perçue et vécue négativement, doit être repensée afin de lui donner son caractère motivant et stimulant. Il y a encore trop de mutations qui sont, à notre sens, une façon détournée d'éviter de résoudre des conflits sans remédier à leurs causes réelles. Nous y voilà, et ce n'est pas anodin, la réforme des promotions du PATGS. Le système actuel apporte souvent plus de frustration que de satisfaction. Nous continuerons à suivre ce dossier de près et mettrons toute notre énergie pour travailler avec notre DG et les délégations syndicales afin d'arriver à un consensus rapidement. Nous pensons aussi à nos collègues de l'hôpital Erasme, qui vont intégrer le Grand Hôpital de Bruxelles. Un projet enthousiasmant qui, nous l'espérons, permettra au personnel des hôpitaux l'épanouissement professionnel qu'il mérite. En parlant du monde médical, nos pensées se tournent aussi de manière plus large vers l'ensemble du personnel soignant, qui a été mis au devant de la scène sans le vouloir depuis plusieurs mois. Nous les avons applaudis tous les soirs à 20h et nous continuerons à les soutenir. Enfin, en matière de diversité, notre université s'est engagée à maintenir les projets déjà réalisés. Même si l'année thématique des diversités s'est achevée, nous l'encourageons à poursuivre les travaux pour continuer à réduire les inégalités, les différences, les harcèlements et les discriminations pour tous les membres de nos communautés universitaires. Sur base de ces valeurs de vivre ensemble, nous vous souhaitons à tous une excellente année académique. Désolée, j'ai un micro par l'oreille. Voilà. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les échevins et échevines, mesdames et messieurs les rectrices, les recteurs, présidents, présidentes, directrices et directeurs, monsieur le recteur, cher Yvon, monsieur le président, cher Pierre, mesdames et messieurs les doyens et les doyennes, madame la directrice générale, chers collègues, chers étudiants, chers amis.
Je ne crois pas au hasard, mais il y a des coïncidences qui font sens. Il y a 19 ans, jour pour jour, les tours du World Trade Center subissaient les attaques terroristes qui allaient faire 2977 victimes innocentes, déclencher la Deuxième Guerre du Golfe et entraîner dans l'ensemble du monde occidental des atteintes régulières et de plus en plus sévères aux libertés fondamentales. La liberté menacée. Les attentats de Paris et de Bruxelles ont encore frappé la liberté qui nous est si chère. Et aujourd'hui, la crise sanitaire a mis entre parenthèses un nombre inédit de droits et libertés, jamais connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sont pas que ces crises qui sont seules responsables de cet affaiblissement continu de notre démocratie. Il est lui-même l'enfant d'un dérèglement qui a débuté bien avant et que l'on pourrait résumer par deux de ses lignes de force, la domination du court terme et de la financiarisation de tout ce qui fonde la société humaine. De la terreur extrémiste à la terreur virale, deux terreurs qui nous font bien étrangement oublier cette autre menace, bien plus lourde, qui pèse sur l'avenir de la planète et de la préservation de notre écosystème. La sécurité a pris le pas sur les autres valeurs clés de la démocratie, la liberté et l'égalité. Une telle sécurité est paradoxalement synonyme de précarité grandissante. Une précarité qui atteint directement les services publics, sommés de voir leur rentabilité évaluée sur les modèles propres aux entreprises privées, comme elle atteint les citoyens et les citoyennes. À savoir, en ce qui nous concerne, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les étudiants et étudiantes que nous accueillons et à qui nous devons fournir la meilleure formation possible avec des moyens toujours plus réduits. L'université est au service de la société, pour la formation de sa jeunesse, pour le développement des savoirs et de la recherche, pour la transposition de ses résultats au bénéfice de tous et toutes. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai présenté dans mon programme, mais il est évident que ceci doit être au cœur de l'action d'une rectrice. Raviver les notions d'égalité en luttant contre la précarisation qui oblige trop de jeunes à mettre en péril leur formation, voire à y renoncer. Défendre tant et plus le libre examen et l'esprit critique dans ce monde où les fake news, la relativisation des savoirs et le complotisme nous envahissent. Réinventer les fondamentaux de l'université, la passion pour le savoir et la connaissance, le droit à un enseignement de qualité qui peut même être exigeant pour tous et toutes, la promotion de la délibération collective sur les choses communes, la défense de la nécessité d'un refinancement audacieux et volontaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, le combat constant et déterminé pour que la liberté, qui est la racine même de notre université, soit rétablie dans toutes ses dimensions. Pour cela, il convient de renforcer, voire redéfinir la place de l'université au sein de notre société. En ces temps de viralité létale et vicieuse, tâchons de développer une viralité vitale et vertueuse, une virtualité concrète, et tant pis pour l'oxymore, qui, avec les outils qui nous sont propres et qui sont nombreux, contribue à rendre notre société plus juste, plus humaine et plus efficace, prête à relever tous les défis qui se posent à nous, collectivement et individuellement, à commencer par le double défi démocratique et climatique. La crise sanitaire nous a appris que l'enseignement à distance ne peut être qu'un outil annexe et que son élargissement, loin d'améliorer la formation, contribuait à creuser les inégalités sociales. Elle rappelle également l'importance d'une recherche médicale de pointe, mais aussi de toute la recherche universitaire. La crise morale et politique renforce l'urgence et la primauté d'une formation à l'esprit critique et d'un apprentissage à l'autonomie, au sens premier du terme. Elle rappelle également l'importance de la prise de parole des académiques dans les débats publics, même en dehors de nos stricts champs de compétences. La crise climatique requiert un changement de mentalité et de comportement pour lesquels les jeunes ont sans doute beaucoup à nous apprendre. Elle rappelle également la nécessité d'une recherche libérée d'une logique entrepreneuriale et financière à courte vue, axée sur les mêmes valeurs que la démocratie, la liberté, l'égalité et la justice pour tous et toutes. Ces tâches, un seul homme ne peut les relever, pas même une femme. Ce qui m'amène à évoquer la place que je vais occuper durant les 4 prochaines années. Première rectrice de l'ULB, ce disant, je n'oublie pas que Françoise Theiss-Clément a exercé cette fonction avec brio avant moi,
mais elle avait préféré se faire appeler recteur. Savez-vous que rectrice, c'est la plume caudale qui permet à l'oiseau de se diriger dans le ciel en dépit des caprices du vent? Tout un symbole. Les élections que nous venons de vivre ont été particulièrement denses. Nous n'avons pas l'habitude de voir s'affronter autant de candidats. Le résultat de cette élection à un tour me donne certes une légitimité claire, mais il me faudra prouver sans tarder que je suis la rectrice de toutes et tous. Je voudrais saluer les 3 autres candidats, Bruno, François, Pascal, que je remercie d'avoir à la fois manifesté leur volonté de servir notre communauté et affronté, dans les conditions difficiles que nous a imposées la pandémie, un processus électoral riche et dynamique. Une des premières tâches que je devrais mener est la réforme du mode électoral, afin d'élargir l'électorat et de passer à une élection à 2 tours. La pandémie est toujours là, et je remercie infiniment les collègues enseignants, soignants et administratifs, les doyens, les doyennes, les chercheurs, les hospitaliers, ceux qui ont soigné, qui se sont démenés sans compter pour poursuivre leurs enseignements, veiller à nos étudiants, montrer combien la recherche est cruciale, assembler leur énergie pour poursuivre nos missions. Quelle solidarité remarquable. Seul, on n'arrive nulle part. C'est vrai pour les défis qui nous attendent. C'est vrai pour ce défi qui m'a amené aujourd'hui à m'adresser à vous en tant que rectrice de l'ULB. Je ne serais pas là si je n'avais pas pu compter sur l'aide et les conseils des membres de mon équipe de campagne, de mes proches, de mes amis et amis, qui m'ont encouragé, soutenu, provoqué, secoué, réconforté au cours de cette campagne, et aux nombreux collègues que j'ai rencontrés et qui m'ont inspiré. L'ULB compte des pépites incroyables. Merci aux recteurs qui m'ont précédé et qui ont développé et défendu cette université. Je ne peux évidemment pas les citer tous et encore moins faire le bilan de leur rectorat, mais je pense quand même à Paul Faurier, dernier juriste à avoir occupé cette fonction. Le bâtonnier Jacquian disait de lui un esprit progressiste doué d'une aptitude à penser l'avenir. Je tâcherai de garder cet esprit, moi aussi. Permettez-moi aussi simplement d'adresser un petit mot à ceux, recteurs, que j'ai connus étudiantes jusqu'à aujourd'hui. Hervé Asquin, recteur légendaire, et Carolo comme moi. Ce matin, il m'a téléphoné pour me le rappeler. Vous n'êtes pas seulement la 2e femme rectrice, vous êtes aussi la 2e Carolo. Françoise Thys-Clément, qui avec Hervé a fondé notre ancrage wallon. Jean-Louis Van Herweghem, qui a dû faire face à une situation financière difficile et a quand même pris le temps de venir en faculté de droit, tenter de comprendre pourquoi tant et tant d'étudiants ont raté l'examen de Pierre Van Omeslag. Pierre Demaret, qui a fait rayonner l'ULB à l'international, tout en restant tellement proche de nous. Il y a aussi les recteurs avec qui j'ai pu travailler, Philippe Wink, qui jouait avec les chiffres pour relativiser les rankings et se préoccupait beaucoup de la situation précaire de nombreux étudiants. Je remercie enfin tout particulièrement Didier Vivier. Didier, d'aucuns ont dit que j'étais ta créature. Je leur laisse le ridicule et je conserve l'amitié qui nous lie, construite au gré de tant d'années de collaboration lorsque nous étions doyens, et bien sûr quand tu étais recteur et moi ta vice-rectrice. Tu m'as tant appris. Je voudrais enfin remercier vivement Yvon Angler. Yvon Angler et toute son équipe qui ont connu une fin de mandat si compliquée et se sont investis sans compter leur temps, se sont dépensés pour traverser la crise sanitaire, accompagnés bien sûr de notre président Pierre Gurdjean et notre directrice générale Isabelle Mazzara et de la secrétaire de l'université Monique Tavernier. Yvon et son équipe vont continuer à assurer leurs fonctions, le temps nécessaire à la constitution de mon équipe et assurer ainsi la continuité du service public. Je sais combien c'est appréciable et je les en remercie chaleureusement. Yvon, tu n'auras pas eu de cérémonie de sortie de charge. Je te le promets. Dès que ce sera possible, nous te fêterons dignement. En attendant, permets-moi de reprendre une tradition que tu as instaurée, la mise à l'honneur de plusieurs étudiants à l'occasion de la rentrée académique. À travers ce geste, nous marquons toute notre fierté de pouvoir compter sur une communauté étudiante engagée, passionnée et qui se dépense sans compter au-delà de son parcours académique. Cette année, ce sont des groupes d'étudiants ou d'anciens étudiants que nous mettons à l'honneur.
Les 2 premiers se sont illustrés durant la crise sanitaire. Quant à la 3e médaille, c'est un jeune et dynamique collectif actif dans la vie folklorique que nous honorons à travers elle. J'appelle à me rejoindre sur scène, avec un masque bien entendu, Thomas Defoin pour représenter la SBL Masque Kit. Je vais vous donner comme ça. S'il vous plaît, félicitations. Vous l'avez vu dans les Fab Labs ont produit des visières, tabliers, des blouses avec l'aide de bénévoles. Thomas, alumni de Polytech, a participé et coordonné cette aventure. L'idée d'un masque en kit est née de ces rencontres. Avec des étudiants et des anciens de l'école polytechnique de Bruxelles, ils se sont lancés dans la production de masques en kit, sans couture, de qualité et à moindre coût. Masque Kit offre également des masques à des personnes et associations dans le besoin, grâce au profit généré. La SBL Masque Kit et ses initiateurs démontrent toute la collégialité et l'ingéniosité dont font preuve nos étudiants, nos alumni et nos structures mises au service de ces idées. Bravo! Oh, je sais pas. J'appelle à présent Félix Orloff Anderson. Félicitations. Au tout début de la crise sanitaire, l'ULB, à travers la SBL ULB Engagé, a lancé Corona Solidarité, une plateforme pour encourager les solidarités. Plus de 750 étudiants dans les domaines de la santé, majoritairement de l'ULB, mais également d'autres universités, ont répondu à cet appel. Ils sont ainsi intervenus en renfort dans les différents hôpitaux et maisons de repos. Félix est un étudiant dans la faculté de médecine et entre en BA3 cette année. Il a tout de suite répondu à l'appel de l'ULB en faisant partie de ces volontaires qui n'ont pas hésité à s'engager au plus fort de la crise. Il a participé à l'unité Covid de l'hôpital Erasme. Félix, en te remontant cette médaille, c'est symboliquement tous les étudiants et toutes les étudiantes de la plateforme Corona Solidarité que nous félicitons pour leur engagement citoyen. Merci et bravo. Si l'année a été largement influencée par la crise du Covid, n'oublions pas que l'année précédente ne fut pas marquée que par cette crise et qu'une série de belles initiatives ont été mises sur pied dans d'autres domaines d'action. J'appelle Wendy Verleyen, responsable du collectif Fresh. Félicitations. Le collectif Fresh a été créé il y a 1 an pour lutter contre le harcèlement, mais aussi le sexisme, le racisme et l'exclusion. L'idée première était de faire de la prévention et de la prise en charge plus largement du harcèlement sexuel lors des événements festifs. Fresh a également participé plus largement à d'autres événements. Présent lors des activités de rentrée, le collectif a officiellement été lancé le 29 novembre 2019. Wendy, l'ULB encourage cette initiative mise en place pour tous vos collègues, étudiants et étudiantes. Félicitations. Vos actions sont inspirantes, vous représentez le cœur de l'université et l'avenir de nos sociétés. Je m'engage à soutenir toutes celles et tous ceux qui mettront, comme vous, nos précieuses valeurs en lumière et vous propose de faire une photo ensemble.
J'ai d'abord pensé que ce serait bien de conclure ce discours par une citation profonde d'un auteur ou d'une autrice inspirante. Ça fait toujours bien, non? Puis je me suis dit qu'il était sans doute préférable de coller davantage à la réalité. Alors je voudrais vous livrer ce message que j'ai reçu hier d'une étudiante qui évoque tant de choses pour moi et qui m'a émue. Chère Madame, je vous félicite pour votre élection au rectorat de notre université. Je vous ai entendu parler de la précarité étudiante et je vous en remercie. Les temps sont difficiles, le coronavirus m'a fait perdre mon job étudiant et mes examens de Bac 3 n'ont pas été faciles dans ce climat d'angoisse et de stress collectif. Merci d'ores et déjà de penser à nous, à nos vies parfois chahutées, aux espoirs que nous avons et aux déceptions qui sont aussi notre lot. Mes parents se sont battus pour que je puisse faire des études et j'aimerais être digne de leur sacrifice. Alors merci de faire des étudiants le centre de vos préoccupations durant votre mandat. Bien respectueusement, Amélie. Merci. Merci. Nous déclarons ouverte cette année académique 2020-2021. Voilà. Selon la tradition à l'ULB, je vous invite à chanter ensemble le Summer. Et
cortège à rejoindre l'horloge et au public chaleureux, merci beaucoup d'être venu. La prochaine fois, on boira un verre ensemble, c'est promis.